Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne For Starball. On va se retrouver aujourd'hui avec certes un petit peu de retard pour faire un report du tournoi qui s'est déroulé dimanche dernier sur la commune de Tours dans la boutique autour des jeux. Je suis accompagné de mon acolyte de toujours, Ismaël Roger, le principal gestionnaire de cette chaîne. Au programme, on va balayer plusieurs aspects. On va parler dans un premier temps de l'ambiance, parce que c'était quand même, je dirais, la chose la plus importante qui nous a fait nous déplacer de notre campagne normande. On va ensuite essayer de tirer des enseignements de ce qu'on a pu voir des différents decks qui ont été joués par les quelques 35 ou 36 joueurs, 35 je crois, qui étaient au tournoi. On va voir effectivement si les paris qu'on avait fait sur le talk précédent ont donné quelque chose. Et ensuite, dans un dernier temps, on parlera très certainement de ce qu'aurait pu avoir comme impact la méta, plutôt les decks ou les cartes du 7-14, dans le sens où, pour rappel, on a joué un tournoi avec une application de la banlist, donc pas de VGX, les ratas de Dark Broly appliqués, pas de Mecha Freezer, mais en revanche, au vu du retard qui a été celui de la sortie de la BT14, on a dû jouer avec les cartes qui étaient disponibles jusqu'au 7-13. On va du coup commencer par l'ambiance. Qu'est-ce que toi t'en as pensé du tournoi, en quelques mots? C'était un tournoi sympa, l'ambiance était cool, ça s'est senti pendant les games. Après il y avait globalement 3-4 grosses teams, donc c'était aussi des réunions pour eux, pour certains, parce qu'il y a des teams qui sont éparpillés partout, donc c'était une réunion pour eux de se rencontrer. C'était une bonne ambiance, il y avait, honnêtement, même pendant les interactions in-game, c'était bon enfant. Je suis assez d'accord. Moi, je déplorerais juste, effectivement, et tu l'as évoqué, le fait que on est quand même sur plus un gros rassemblement de teams qu'un un vrai partage de deux joueurs comme ça, un peu isolés, qui se retrouveraient autour d'une passion commune. C'était pas le CMS, c'était pas la Japan Expo de DB. Voilà, exactement. C'est-à-dire que nous de base, on connaît quand même pas mal de monde, mais on connaît plus des individus qu'une team à part entière. On n'est pas à coquiner à ne serait-ce que la Golden Earth ou la Kai Team, qu'on respecte, c'est pas le problème, mais du coup, on s'est un peu... Enfin, moi, personnellement, au début, je me suis senti un petit peu isolé, alors que je m'attendais effectivement à pas être accueilli à bras ouverts, mais d'avoir cet aspect, tout le monde se mélange, etc. Après, on a fait un choix, nous, de notre côté, puisque on avait loué un Airbnb et on a préféré rester, se reposer à la maison, emmener les deux Belges qu'on salue et à qui on fait un bisou, à savoir Bruno et Quentin, pour profiter de la soirée à l'appartement tous ensemble. Peut-être que si on était resté, ça aurait été différent. Après, non, de manière générale, l'ambiance était cool. Il y avait quand même ce côté, c'était assez amusant, détente et sérieux en même temps. Entre deux games, on pouvait profiter de se balader, il faisait beau, la salle était grande. Ça, c'est vrai que la salle, pour le coup, moi j'ai été agréablement surpris quand j'y ai mis les pieds, puisque nous on a un local, puisque maintenant on est en association, qui fait à peine 10 mètres carrés pour pouvoir jouer. Et là, on se retrouve dans une grande salle de presque 90 mètres carrés. Et non, en vrai, c'était pas mal. C'était bien foutu, ça, pour le coup. En plus, Brian s'est vraiment donné du mal pour essayer de satisfaire tout le monde. Oui, on le remercie grandement. Il a fait un side event après le tournoi, quand même, pour faire gagner une winner. Oui. Il a, ce que j'ai pu en lire, puisque nous, on est arrivé sur le tard et sur la fin de journée. Il a apparemment organisé une avant-première Digimon. Je crois qu'il a fait, alors peut-être que je dis des bêtises, qu'il a fait un store pour faire profiter les non qualifiés d'une éventuelle place au CDF. Donc pour moi, il a vraiment fait plus. Ouais, tout à fait. On va très clairement le remercier. On a vraiment ressenti qu'on était tous accueillis à l'individuel à bras ouverts. Et ça, pour le coup, je peux que souligner la gentillesse du personnage, en l'occurrence. Surtout quand il est derrière le comptoir, il ne met pas débranlé aussi, donc c'est cool. Non, j'aurais aimé effectivement qu'il soit de la partie, parce que c'est vrai que ça fait partie de ces gens qu'on a envie d'affronter, pour son talent, pour ce qu'il joue, puisque il joue bleu et on en reparlera, ça fait quand même partie des gros morceaux de cette méta et potentiellement de la future méta qui va suivre. Mais bon, après, on peut comprendre, forcément, il y avait toute la partie organisation. On va également saluer Sébastien Brulon, qui
a un peu couru toute la journée, même si je l'ai pas forcément vu très sollicité, je peux me tromper, hein, puisque le nez dans les games, on ne voit pas tout. Mais pour les quelques interventions que j'ai pu voir de lui, il a toujours été hyper réactif, et puis c'est quand même un mec qui est super calé en termes Après, on l'a aussi dit qu'il y avait beaucoup de teams, et du coup, il y avait aussi quand même beaucoup de bons joueurs. Oui. Enfin, le niveau était, je pense, pas très hétérogène. Il était vraiment... Enfin, ceux qui ont fini en bas de classement, ils étaient pas loin non plus du niveau des Non. joueurs. C'est vrai que on est quand même dans un tournoi où si on avait aujourd'hui, si on était parti dans l'optique de se prouver quelque chose, c'était clairement le meilleur endroit où il fallait aller. Hein. Vous avez majoritairement tout le gratin de ce qu'on a pu voir en top sur le dernier CDF, sur le dernier CMS, sur les gros régions online. Voilà, la plupart des grands joueurs y étaient. Et à chaque fois qu'on avait un pairing d'annoncer, la plupart du temps, on savait à qui on avait affaire. Alors que sur un CMS... sur 36 joueurs, il devait y en avoir genre 28 qui devaient être qualifiés au CDF, tu vois. C'est ça, tout à fait. Dont Ismaël, qui l'a appris hier en l'occurrence, mais ça il le savait pas au moment du tournoi. Tu l'as toujours su au fond de toi. Ok, non, l'ambiance franchement c'était cool. Il faisait chaud. Ça c'est un peu, on peut pas faire grand chose, hein, mais c'était un peu le point noir entre guillemets du week-end. Hein. Nous, Normands, 20 degrés en plein été ou en plein mois d'août, on arrivait, il faisait 32-33. On était 7 dans un grand appart, on a un peu suffoqué sous la lampe lors de nos playtests, puisqu'on a quand même finalement décidé de sortir les decks qu'on allait jouer le lendemain, même si de base on s'était un peu fait le pari de jouer que des decks fun, ou des decks qui n'étaient pas forcément nos listes. Voilà. Pour moi c'est un pari réussi, c'est un tournoi avec une ambiance comme je l'attendais. Voilà, le seul bémol, s'il y avait un bémol à émettre, c'est le fait qu'on a plus été sur une grosse réunion de team que sur un tournoi où tout le monde se mélange. Voilà, c'est le seul point noir. Il y a eu un petit peu de... Enfin, j'arrive pas jusqu'à dire psychose, mais il y a un petit peu de méfiance sur tout ce qui était liste. La seule surprise, c'était de savoir, entre guillemets, qui joue quoi, parce que j'étais surpris par aucune decklist d'un adversaire que j'ai eu. On est entièrement d'accord là-dessus. On était sur un prologue du 7-13. Complètement, tout à fait. C'est vrai que, voilà, autant l'absence de BT14, voilà, ça nous a pénalisé, mais ça nous a très clairement permis de nous préparer et de savoir à quoi on avait affaire. C'est ce qui va me permettre de finalement glisser sur la deuxième partie de cette vidéo, à savoir la répartition des decks et finalement ce qui a dominé. Donc je vous le rappelle, on était 35. Pour information, la moitié du floor était représentée par 2 decks que sont, je t'en prie Ismaël, SS et KV. Ouais, respectivement au nombre de 9 pour SS, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, et au nombre de 7. Donc on était 7, déjà à... Et après c'est 2, 2, 2, 1, 1. C'est ça. Dans mes souvenirs, il y avait du bleu-jaune, il y avait 2 Boan Icarus, qui étaient joués par Jimmy Benada. 2 ou 3. 2 top Icarus. 2 top Icarus, ouais. Jimmy. Et Jimmy, tout à fait. On a un monsieur Couillu qui, je le salue, même si je connais pas son nom, qui a osé emmener le roi Piccolo, malgré les ratins, puisque je le rappelle, on est sur une application de la banlist. Et puis après, on a des decks, voilà, un peu moins plutôt, je dirais, représentés. On avait une lunch ultra agressive. Je pense que l'immense surprise de ce tournoi, c'est quand même qu'il y ait une seule personne qui soit pointée avec Dark Brody, quoi. Oui. Et qui a top 4, hein, accessoirement. On fera un bisou à Kenny au passage. Je suis tout aussi étonné que toi. J'avais prévu de mon côté d'en affronter beaucoup plus, donc j'avais préparé un side et un main en conséquence, jouant roi Vegeta, donc j'avais maxé side et main confondus rayon violent, qui ne m'a, je crois, servi que 2 fois sur toutes les games que j'ai pu faire. Le deck est toujours aussi fort, Kenny l'a prouvé, il a juste effectivement compensé l'absence de
du mur de défense en éveillé par l'utilisation de 5K combo, le Vermouth en x3 qui lui a permis derrière de pouvoir tout simplement abuser de ses free value, puisque il peut dégager ses Broly autrement que par simplement l'effet éveillé. Non, pour moi, effectivement, je reste étonné. Après, tant mieux pour lui, hein. Ça a été grâce à ça qu'il a pu très certainement se qualifier, et puis je suppose grâce à son talent, mais je m'attendais à beaucoup plus de Dark Broly que ça, en l'occurrence. De même. Après, ouais. Chacun joue ce qu'il veut. Bien sûr. Après, voilà, hein, ce qu'on avait call est arrivé, hein, et on en reparlera un petit peu plus tard. Je pense pas qu'il y aura de très gros changements lorsque les boîtes de Cross Spirit seront disponibles. Mais voilà, on a une méta qui est dominée par un roi Vegeta, parce que aujourd'hui c'est le meilleur deck rouge et le meilleur deck aggro. Hein. Vegex lui tenait un petit peu la chic, mais avec son Burst 3, malheureusement il est plus suffisamment compétitif pour tenir, enfin selon moi. Et puis SS, qui a très clairement dominé, majoritairement sur la version mono bleu, même si pour en avoir longuement débattu avec Ismaël ou avec Mehdi par exemple, pour moi je préfère la bleu-rouge. Il y avait un joueur ou deux, je crois, de bleu-rouge, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Je crois qu'on avait un déjà sûr, on a vu son report de Nicolas Sevilla. Ouais, pour moi il a joué la meilleure version de SS. La problématique, c'est que est-ce qu'elle tient le choc face à la mono bleue? Je sais pas. Pour pas avoir playtest le match-up, je pourrais pas le dire en l'occurrence, mais les gens ont voulu abuser de l'engine Galactic Buster, ont voulu abuser du Goridro 2 en x4. C'est un choix de leur part. Je pense après, on en parlait avant, je pense qu'il y a un SS bleu-rouge avec 4 DND en side ou 2 main deck et side, je pense qu'ils pouvaient pas perdre ce tournoi. Je pense. Mais aujourd'hui, les seuls qui effectivement ont eu l'idée de l'inclure, c'est les decklists mono bleu, notamment celle d'Antoine. Hein. Je vous avoue que quand il a déterré la carte et qu'il nous l'a montré de loin, parce qu'on a scouté un peu, j'ai fait OK, le mec est... Alors brillant, on ne sait pas, parce que c'est très certainement un de ses teammates qui a dû lui passer l'info, mais voilà, aujourd'hui, c'était juste la meilleure carte à inclure pour gagner face au miroir, en l'occurrence. Après, pour moi, c'est pas une carte qui est envisageable dans tous les autres decks, parce que tu payes 3 et pas 1. C'est ça, on est d'accord. Mais ça, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard ou dans une autre vidéo. Est-ce que finalement cette carte n'annonce pas la mort de la version mono bleu, puisque maintenant que la tech a été pondue, je pense très certainement que la plupart des gens vont en abuser. La plupart des gens jouent en SS, hein, parce que comme tu l'as dit, hein, ça reste compliqué d'aller se mettre full tap au T3 juste pour virer une énergie adverse, parce que c'est clairement pas suffisant. Mais voilà, pour un deck miroir qui est capable de générer quand même un quart d'advantage ou ne pas en perdre avec le DND, puis de garder 2 open, ou de utiliser 2 open pour faire autre chose, ça va, c'est ok. Après, au-delà de ça, voilà, la méta est pas surprenante. On a un peu balayé ce qui. Bon, on passe au report. Tu veux faire ton report? Ouais, moi je m'en sors pas forcément avec les honneurs. Je fais un 2-2-2. Je pense que je me suis clairement pas assez préparé. Voilà, j'ai eu pas mal de boulot sur le mois et demi qui a précédé le tournoi, donc j'ai pas du tout eu le temps de me mettre le nez dans du playtest ou même de regarder un petit peu ce que je pouvais faire avec ma DL. J'ai très certainement fait des choix de main et de side qui n'étaient pas des plus optimisés. Je pense notamment au main de Jiren qui m'a pas énormément aidé. J'aurais dû écouter Ismaël et main notamment l'unisson végétaux. Petit aparté, mais je pense que je ferai peut-être une vidéo directement avec les changements que j'apporterai à ma DL. Là j'en parle très rapidement, mais c'est des choses que je vais très certainement vous montrer un petit peu plus tard. L'absence de Goku UI, donc le Goku Ultra Instinct qui sortira avec la BT14, m'a clairement été fatale, et pourtant le seul SS que j'affronte, je fais draw face à lui, mais ça aurait
Ça m'aurait permis d'avoir beaucoup plus d'impact. Pour résumer, match 1, j'affronte mon plus bel adversaire, donc je fais un bail. Voilà, donc le truc que je déteste. Donc je passe une heure, toujours invaincu, et puis moi je suis un peu le spécialiste de faire un bail à la ronde 1. Donc j'ai pas ma game de chauffe, entre guillemets, je scoute un peu ce qui se passe, mais forcément je veux pas aller emmerder le panel de joueurs, donc je me mets un peu en retrait, je regarde ce que fait Bruno, je regarde ce que fait John. Voilà, je suis content parce que je vois que les deux decks tournent, etc. Game 2, j'arrive en table 1, donc je suis stream. Je dis ok, je fais un bail, je suis en table 1, pourquoi pas. Je tombe contre mon premier SS, donc jusque-là, pas de surprise. La game 1, j'ai le droit à tout. J'ai le droit à l'unisson bout, j'ai le droit à catégorie draw 2, j'ai le droit à du negate en veux-tu en voilà, et je prends fou 10 à son plus beau T6. Donc je perds, forcément, j'ai pas de solution face à ça. J'aurais très certainement peut-être dû garder le Yamcha pour tenter de gérer le fou, mais je suis même pas sûr que ça aurait changé la donne, parce que vu le board qu'il avait, il aurait juste perdu une double, mais ça aurait pas été très impactant pour lui. Ce que les gens oublient beaucoup, c'est que 90% des gens meurent sur le tour où Foudis est opposé, mais ça fait ton tour après aussi. Ah oui, bien sûr, c'est ça le truc, c'est que même si j'avais survécu, hypothétiquement, je prenais Turning the Tide, je suppose au T7, je sais pas si mon adversaire le jouait. C'était... je suis désolé. C'est dur de lui mettre la pression sans effet avec tes battles pendant le tour. Exactement, pas avoir de super combo, etc. Tu oublies. C'était un monsieur de la Golden Heart, ça c'est sûr. Je crois que c'était Cyril, si je dis pas de bêtises. Rappelle-moi, non, tu te souviens plus? Aucune idée, je l'ai pas vu ta game encore. Un très gentil monsieur au demeurant, mais je suis désolé, je me souviens pas de ton prénom. On arrive à la deuxième, on a peu de temps pour la faire. Là j'y vais et j'ai à peu près la même sortie, sauf que j'ai start. Et donc forcément j'ai tout en main, je déroule, j'ai mes boules de la mort de Freezer, il a pris une pression monstrueuse, parce que KV fait toujours ça, il vous met à 4 points de vie avec du critique, donc vous perdez de la value en early. Si par contre vous arrivez à vous installer et que vous arrivez à faire du stall, vous gagnez la partie, parce que ça reste un deck aggro, donc ça reste un deck qui doit taper et lâcher du combo power s'il veut espérer faire du dégât à l'adversaire. Et là, j'avais tout. Donc on arrive, je crois, à, si je dis pas de conneries, 4-5 minutes du time. Je demande à mon adversaire s'il veut faire la troisième. Il sait que techniquement il pourra pas me tuer, que je pourrais pas le tuer, donc on décide de draw, et voilà. Donc j'arrive sur un draw. Donc là je suis en 1-1, je dis ok, c'est pas trop dégueu. Game 3, j'affronte monsieur Quentin Deschaumes, qui joue Gotenks, donc Paris couillu. Voilà, je connais le leader, je sais comment ça tourne, j'y réfléchis, mais je me dis ok, la BT14 n'est pas sortie, et je vois pas ce qu'il aurait pu rajouter de nouveau éventuellement. Voilà, je m'attends à du Dorman, je m'attends à de l'unisson végétaux, je m'attends à Gotenks, je m'attends aux unions fusion, c'est ce que j'ai. Donc du coup, il prend la game 1, parce que je fais une énorme erreur, je laisse son unisson à 7 par cœur. Voilà, ou à 6, non à 7, pardon, je sais plus. Enfin bref, je lui laisse la possibilité de m'arracher 3 cartes de la main et de me burn un point de vie. J'avais juste oublié les faits. Game 2, je crois que je roule dessus, le pauvre. Il a rien qui sort, les dormantes ne viennent pas, j'arrive à le passer très rapidement à 4 points de vie sans qu'il génère de CA parce que je ne tape qu'en crit. Et la dernière, du coup, j'ai mon adversaire qui push son tour de kill. Il me fait Bardock SS4. Jusque-là, tout va bien. J'ai une présence, donc je me dis, ouais, tranquille, il va rien pouvoir faire. Il tape, je fais présence, il paye 3, il pose la SCR bout, que j'avais aussi complètement oublié, ceci dit en passant. Et là, on calcule, parce que du coup, il push. Dans le sens où j'ai 2 points de vie, mais double frappe avec le Bardock. Je sais que derrière, il est capable de mettre une 40k double. Et là, la puissance de boule de la mort de Freezer, quoi. Je paye 1, je fais boule de la mort, je lâche du super combo, je fais un -10 du coup sur 2 cartes, et je sais qu'il peut plus me tuer parce qu'il a lâché trop de cartes en fait sur l'attaque de Bardock SS4, et il pourra pas me tuer avec son bout. Donc je gagne la... trigger l'effet du leader, le -10 ? Si, je l'ai fait sur le... Non, sur le... boule de la mort. Non, j'étais vraiment resté... T'as fait une boule de la mort à 35 à combo. Exactement. Sachant qu'il avait, comme je te l'ai expliqué, il a lâché énormément de cartes sur le Bardock, et il n'avait pas suffisamment en main. Alors j'ai dû cracher mes super combos, je les avais gardés sagement dans ma main en me disant soit je push, soit je défends. Voilà, donc je gagne grâce à cela.
Globalement, à cause de cette carte de merde, moi je crois que quand j'ai affronté 3 KV, je crois que j'ai pas combo une seule fois avec une battle qui avait pas barrière de toutes mes parties. Ah bah c'est fatal. Hein. C'est le problème de cette carte, c'est que vous êtes capable de stopper n'importe quelle battle qui tape à 20k ou moins en défense. Et en attaque, pour info, c'est un différentiel de 35 avec un leader qui est capable de passer à 5. Donc voilà, vous avez une double frappe dans la main, vous avez gagné si l'adversaire a 2 points de vie. Et pour moi, ça fait vraiment partie des meilleures cartes du deck pour finir un adversaire. Même Et si combiner un bar. 25k combo pour une énergie, c'est trop. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Après, que se passe-t-il? Après, ça commence à dégringoler, je crois. Je crois que je tombe sur toi, si je dis pas de conneries. Ouais, bah ouais, round 4, ouais. Round 4. Donc là, on apprend... le fameux joueur de gauche. On apprend que c'est possiblement la dernière round, pardon, parce que on a les deux Antoine, donc Monsieur Casadei et Monsieur Edou, qui sont en perfect. En vrai, quand j'ai entendu les reports, cette annonce-là, elle a mis une pression à tout le monde. Ah mais tout le monde. Même nous, on y était. Je joue ma vie sur cette game. Non mais surtout, ce qui aurait été dommageable, mais bon, c'est les règles du tournoi qui font ça. Quoi. Les Belges, quoi. Enfin, je sais que Bruno et Quentin, ils auraient tiré la gueule dans le sens où ils s'étaient tapés 6-7 heures de bagnole la veille. Voilà, repartir au bout de 4 heures de game, perso, moi, ça m'aurait fait chier. On aurait très certainement joué, on aurait trouvé d'autres choses à faire, mais la plupart des gens venaient pour le tournoi. Bref, on va pas parler de notre game, parce que, de 1, elle est streamée, donc vous pouvez la voir sur le Twitch de Golden Hearts, et de 2, elle est à moitié streamée. Voilà. Bon, pour vous résumer rapidement la situation, j'ai pris un 2-0 et je n'ai pas joué au jeu. J'ai passé en fait mes games à subir, à me faire punir parce que je n'avais rien qui sortait. Je crois que c'est la première fois que ça sort aussi mal en plus du tournoi. Le pire, c'est qu'en plus, Ismaël part pas super confiant, entre guillemets, parce que il y a 2 jours plus tôt, on a le temps de faire 2 BO3 à la maison en buvant de l'Oasis. Et je gagne le premier à 2-0 et le deuxième, il le gagne de justesse en faisant du 2-1. Puis Isma, normalement, il a un peu la domination sur la plupart des games qu'on peut faire ensemble. Donc du coup, il n'est pas très serein. J'ai passé un set entier à gagner tout le temps 2-0 avec VG. C'est un peu ça, ouais. Je me suis dit, ok, ça gagne, il y a moyen de faire des choses. Et en vrai, non, c'était une catastrophe. Bon, tant pis. Donc là, je prends ma première défaite. Donc je suis pas content, mais bon, tant pis. Après, je joue contre qui? Je tombe contre Jérémy Rossignol. Déjà, erreur fatale. On est dans une grande boutique et il y a des belles baies vitrées. Je me dis, je vais me mettre près d'une baie vitrée dans le fond et je vais profiter du soleil. En plus, j'avais le soleil sur mes cartes, les cartes étaient magnifiques, on voyait le foil. Ouais, mais sauf que c'est mon front aussi qui a profité du soleil, donc autant vous dire que j'ai cramé durant toute la partie, j'en pouvais plus. T'as pas beaucoup de cheveux, t'as un très grand front. Exactement, donc du coup j'étais au fond, je cuisais comme pas permis. Les 2 games ça a été exactement les mêmes, donc je vais vous le décrire rapidement. Donc j'ai Gohan Icarus en face de moi, bleu-jaune, donc orienté plutôt contre SS. Mon adversaire part pas forcément confiant, ce que je peux comprendre. Après voilà, ça reste un membre de la. Tu vois son deck, tu te dis que Jiren c'est 2 cartes mortes main deck quoi aussi. C'est un peu ça, tout à fait. Je le passe à 4 PEV, en crit. Voilà, donc jusque-là, tout va bien, je déroule. Et après, j'ai un mur. Donc j'ai un leader qui draw 2 déjà. Donc le mec se fait une belle main, même tout court. Et puis après, il s'installe. Et tous les tours, il va draw 2. Et puis petit à petit, il va vous grignoter. Parce que forcément, Roi Vegeta, c'est pas SS, c'est pas un deck de défense. Vous avez des outils de défense, mais pas non plus au point de vous permettre de stall sur 4, 5, 6, 7 tours. Et puis il avait juste à me passer à 2 points de vie, et puis tout lâcher. Donc sur un Raider Warcry, ou même sur une double frappe dans sa main. Final Flash. J'ai pas vu sa SCR, et j'ai appris finalement en voyant sa DL que c'était la SCR Shenron, la jaune. Ouais, je suis pas sûr qu'elle aurait eu un énorme impact contre mon deck, donc je pense que c'est pour ça qu'il a même pas dû la jouer. Parce que vu le nombre de cartes qu'il avait en main, je pense que sur les 2 games, il devait l'avoir, je peux me tromper. Il te la joue en défense, pour te full tap, pour te tuer après, mais si t'es à 3 PV, toi tu peux jouer ton compte pour une défausse de présence. C'est un peu ça, ouais, tout à fait. Après, il peut all-in dessus, mais... Il peut all-in, il aurait pu mettre une double frappe et je pense qu'il voulait être sûr de s'installer parce que on voit la marque des bons joueurs, hein, le
Le gars a juste grignoté ma main doucement mais sûrement, et puis au bout d'un moment, il a dit t'as combien en main? J'ai fait j'ai tant, ok, moi j'ai tant, ok, je peux te tuer. Et voilà ce qu'il a fait. C'est sûrement la partie que j'ai le plus appréciée du tournoi, malgré la déculottée que j'ai prise, parce que j'aime bien le deck, parce que j'aime bien le bleu jaune, et voilà, moi j'ai kiffé cette partie-là. En plus, ça fait partie des joueurs qu'on top. Hein. Ils sont deux et lui, du coup, fait partie du lot. Il est top 4, tout à fait. Il sort Bruno, qui, je pense, a goûté exactement à la même chose que ce à quoi j'ai pu goûter, à savoir de réussir à prendre la première. Alors, je suis étonné que j'aurais bien aimé que la game soit streamée. Je ne sais pas si elle était record. Je suis étonné du 1-0 qu'a pu mettre Gohan Icarus à Bruno. Donc en game 1. Par contre, le fait qu'il ait pu stall sur la game 2 et défendre, ça, je suis absolument pas surpris, dans le sens où Icarus est complètement capable de faire ça à l'infini. Moi, Kinto, il me l'a pas fait. Hein. Je l'ai vu charger ses Kinto et je l'ai vu tirer la grimace à chaque fois et me dire, voilà, j'ai pas le choix, j'ai pas mieux. Je veux garder ça, donc je suis obligé de charger cette énergie. Moi, Kinto, j'y ai pas eu le droit. Mais en même temps, j'avais pas tant de présence de board que ça, donc en vrai, est-ce qu'il avait vraiment besoin de cast Kinto? Je suis pas sûr. Aussi, ce qui est chiant avec le jaune aussi, c'est que tu dois choisir entre tu tapes leader pour avoir ta draw et pas prendre Zamasu, et du coup, tu peux prendre puissance d'un Super Saiyan sur Unisson. Ah, mais il en abuse, et ça par contre. Soit tu tapes Unisson et tu te dis, ça se trouve, il a pas une de ces deux Zamasu en main, et du coup, mon leader est tranquille, ou sinon tu perds une draw. Alors, dans mes souvenirs, je crois, je peux me tromper, je crois qu'il ne jouait que 1 ou 2 super combos Zamasu, parce qu'on en a parlé après. C'est du split, hein. En vrai, vu qu'il avait 3 ou 4 hits vitesse fulgurante, pour lui, il partait du principe où il voulait abuser du CA de Krillin, donc le super combo qui remet un sous le deck et draw 2. Et oui, en effet, tous les tours, je prenais puissance du Super Saiyan sur l'Unisson, qui n'a, je crois, pas tapé une seule fois sur les games qu'on a pu faire. Mais non, très bon deck. Senzu, quoi. Non, faut pas charger Senzu. Effectivement, on en a un qui, malheureusement, en a fait les frais. Je crois que Jimmy fait partie... Alors, ça peut arriver, hein, c'est le genre de choses que moi, je fais allègrement. Ne chargez pas Senzu si vous jouez bleu-jaune et que vous jouez... GTA 6, ça arrive à tout le monde, franchement. Oui, mais ça, t'en parleras après. Ne spoil pas la fin du film, s'il te plaît. Donc on termine sur un 2-0, dernière round, donc là forcément je sais qu'il n'y a plus d'enjeu, etc. Et je tombe sur un local, donc sur un monsieur de tour, très gentil. On sent que le gars vient de prendre son deck en main, qu'il l'a un petit peu joué, mais que c'est, je pense, je peux me tromper, hein, et dans ce cas-là, je m'en excuse d'avance, on sent que c'est son premier gros tournoi. Et là je fais une erreur, entre guillemets, puisque finalement il n'y avait pas d'enjeu, c'est que je lui explique mon deck. Et en fait, lui expliquer mon deck, lui expliquer les mécaniques de mon deck, c'est ce qui m'a valu un draw. Parce que finalement, vu qu'on est sur un adversaire qui débute, il prend plus de temps à réfléchir à ses plays, je prends également plus de temps à lui expliquer ce que font mes cartes. Et donc on arrive sur on va commencer par la fin, parce que ça va être plus simple. On arrive sur le time, on est en 1-1. La première, en fait, il se coupe parce qu'il n'a plus rien, et voilà, je vais tout gérer, et j'ai fait ce que je fais avec KV. La deuxième, en fait, il gagne juste avec Unisson Bou et avec Baby Hachiak, j'en reparlerai après. Et la troisième, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on arrive au time. Du coup, il y a le tour 0. Je suis censé avoir 2 tours. Et en fait, j'aurais pu push à mon premier tour. Juste lui vider sa main. Parce qu'en fait, il avait que des negates et il aurait fait que des negates. Et en plus, il avait les negates, les Vegeta. Et je l'ai cassé au Piccolo Unisson. Donc en plus, il perdait du combo power. Et puis, juste lui dire, vas-y, à toi, qu'il fasse son tour. Au pire, perdre un point de vie parce que j'avais encore 3 points de vie. Et puis le tour d'après, j'avais juste à lâcher les lions et j'avais gagné. Donc on draw. Ça c'est pas gênant. J'aurais aimé faire un 3-2, un 3-1-2 plutôt. Donc je m'en sors qu'avec un 2-2-2. Encore une fois, ce monsieur a prouvé qu'il fallait juste avoir Baby Hachiak et Unisson Bou et ça suffisait pour potentiellement monter un deck bleu. Je caricature un petit peu, mais voilà, ces 2 cartes-là aujourd'hui... Alors c'est bien, hein, faut quand même qu'il y ait des cartes fortes dans toutes les couleurs, mais n'importe quel deck qui joue ça, vous avez la possibilité de faire des choses avec. Donc voilà un peu comment s'est passé mon tournoi, déçu sans être déçu. Je pense que j'aurais dû mieux me préparer. Après,
faut y avoir longuement réfléchi. Le problème, c'est que moi, j'ai vraiment besoin d'enjeux pour pouvoir me motiver et pour pouvoir voilà, me surpasser et faire des choses qui correspondent à ce que je voulais faire. Montrer qui est la plus grosse dans un tournoi, c'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Moi, c'était vraiment l'aspect on retrouve tout le monde, on passe des bons moments, etc. J'étais pas là pour voilà, la déballer sur la table et faire un concours de qui a la plus longue. C'était pas mon objectif et je pense que c'est ça qui, après coup, donne le résultat que j'ai pu faire aujourd'hui. Donc pour moi, c'est bon. Voilà, j'ai longuement parlé, je vais laisser Ismaël faire de même. Après, c'est toujours pareil aussi quand on regarde que le bilan chiffré et qu'on regarde pas les games, mais t'as une draw, on saura jamais parce que SS, tu peux pas entamer une troisième game. Déjà que tu fasses une draw 1-1, c'est déjà bien, tu aurais pu perdre un 0 vu la longueur du deck. Oui. Et ta deuxième draw, s'il n'y a pas un contexte où il faut qu'à un moment les gens rentrent chez eux, c'est une victoire. Tu vois. Tu parles de celle contre Gwen Skillless, c'est ça? Oui. Ah, donc entre le fait qu'il y ait un time, c'est ça? Ouais, possiblement, je sais pas. Ton deck, je pense que sur l'ensemble du tournoi, ton deck il a bien tourné, il a bloqué une fois, c'était contre moi, la bonne étoile. C'est ça, comme d'habitude. Tout le temps, enfin, un tournoi, quand on le regarde sur le bilan chiffré, ça marche si on est vraiment un gros top player qui n'est là que pour la victoire, mais... Ouais. Enfin, moi je préfère regarder, des fois il y a des tournois par exemple que j'avais fait avec Dark Broly où j'ai plus gagné que d'autres et pourtant j'ai pris moins de plaisir parce que les games étaient moins marrantes ou d'autres choses. Ah oui, c'est en termes de plaisir, effectivement. C'est bien aussi. Hein. Non, je suis d'accord. L'exemple, c'est que tu perds contre Jérémy Rossignol et c'est des games où tu as pris plus de plaisir. Alors que je me suis fait effectivement avoiner la gueule, on est d'accord. Bah, là où je suis quand même satisfait, c'est que moi, de manière générale, quand je joue un deck, j'ai très souvent tendance à m'en dégoûter en le jouant voilà, beaucoup trop. Là, je suis quand même à mon troisième gros event. Hein. J'ai fait un Régio où je top 8, un autre Régio où je top 3, et celui-ci, et j'ai toujours autant envie de le jouer. Donc c'est quand même plutôt bon signe pour la suite. Surtout qu'on va y ajouter quelques nouvelles cartes qui arrivent avec le set 14. Donc voilà, de manière globale, le deck me satisfait toujours autant. Ça reste un super deck qui fait énormément de choses, qui demande pas non plus voilà, d'avoir... faut savoir lire le terrain. Voilà, il faut quand même setup, il faut quand même savoir comment combo, il faut quand même effectivement savoir quand est-ce qu'il faut push ou non, mais de manière générale, voilà, vous avez quand même vous avez quand même des gros éléments qui font apprécier le deck en l'occurrence. Le terrain et les petits potes te font tes 2 premiers tours. C'est ça, tout à fait. Là, c'est là que les plays commencent après. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que le deck en fait se déroule tout seul jusqu'au T3. Et c'est un peu comme SS hein, finalement. Hein. Les decks fonctionnent de plus en plus comme ça, j'ai l'impression. C'est-à-dire que vous avez en fait un 2, 3 tours en fait, qui sont un peu des tours entre guillemets autopilote. Je dis bien entre guillemets parce qu'il y a quand même des choses à faire, il y a une interaction avec l'adversaire à avoir. Mais à partir du moment où votre T3 est arrivé, c'est seulement là où le jeu commence. Et sachant qu'en plus, on est dans une méta qui a énormément ralenti, une méta qui sera dominée par Soul Striker et par Roi Vegeta. Donc forcément, ça va tout le temps être comme ça en fait que les games vont se passer. Ouais, ou pas. Non, parce que du coup. C'est pas parce qu'il était pas présent qu'il est pas fort. Ah mais oui, non mais ça je suis entièrement d'accord avec toi et je pense que le top 4 de Kenny va très certainement faire resliver pas mal de joueurs qui avaient investi sur le deck. Kenny influence toute la France. Tout à fait, on le sait. Mais par contre, un truc intéressant, le ressenti quand même important. Il y en a pas mal qui ont switch parce qu'ils voulaient tenter autre chose. Certains, c'est juste par la présence de Zamasu, mais c'était ton premier event, si je me trompe pas, ou un premier event assez global, parce que c'était un région IRL, mais c'était dans notre région, quoi. C'était confidentiel quand même au niveau de la répartition. C'était ton premier event avec 4 unissons Piccolo, ou plus j'irais. Ouais. Bah ça c'est nous ça. Hein. Tout le monde, on va s'attribuer le mérite parce que il faut faire revenir à César ce qui appartient à César. Hein. Mais le choix de main 4 Piccolo Unisson, alors c'est nous, c'est Ismaël parce qu'effectivement on va quand même appeler un chat un chat. La decklist auparavant elle jouait les 4 unissons de Jiren.
Voilà, on s'est dit ok, aujourd'hui on est une méta qui se ralentit, on est sur une méta qui va beaucoup jouer sur la ressource, parce que SS hein, c'est un jeu de celui qui a la plus grosse main. L'Unisson Piccolo, effectivement, c'était un super call. Vous le posez T2, vous faites de la value tous les tours, vous avez effectivement un deck qui contre avec des battles, vous lui pétez ses battles tous les tours, c'est trop fort. L'Unisson est juste trop fort. L'Axa Yamcha T2, alors c'est plus aussi impactant qu'avant, parce qu'avant vous aviez Vegex ou vous aviez de l'ultra gros, ça peut être utile contre le miroir, on va pas se le cacher, hein, parce que la plupart des cartes se jouant avec un effet, même si on sait que maintenant Yamcha peut être joué dans le vide avec le ruling des Switching Gear et du Vegeta Crit. Mais voilà, vous étiez capable effectivement de... Même si tu fais pas petit pote, si l'autre il a une Unisson Piccolo, il est joué dans le vide aussi, parce que avec son auto il dégage. C'est pas faux, effectivement. Mais non, l'Unisson est vraiment fort et s'il y avait une carte sur laquelle vous pourriez investir, si vous l'avez pas encore, c'est le Végéto Unisson. Parce qu'on est sur une méta, voilà, je le rappelle, qui va être dominée par Soul Striker. On est même sur une méta de manière globale qui joue que des cartes par effet. C'est rare maintenant de payer le... Tu dis ? Le jeu évolue, hein, c'est normal. Le jeu évolue et puis on n'est plus... Voilà, on est... C'est ça, il n'y a plus de hardcast, c'est quand vous hardcastez une carte, c'est que généralement vous êtes dans la merde et vous n'avez pas le choix que de faire, voilà, je paye le coût de la carte pour. Donc Unisson Végétaux, vous le faites arriver T4 ou T5 si vous avez peur de Zamasu, si le mec a une énergie bleu-jaune en face. Et puis vous faites son -2 et le mec ne joue pas. Donc vous pouvez effectivement stopper le T6 de SS ou même avant, hein, éventuellement un T4, ça lui empêche ses bougeacs, ça lui empêche tout ce qui va jouer par un effet. Donc la carte pour moi est trop fort et la carte pour moi remplace Jiren. C'est ce que j'aurais dû. C'est l'un des regrets que j'aurais. Je l'avais mis en one-off dans mon side, donc forcément en one-off vous le touchez beaucoup moins. Et puis la seule fois où je le touche, forcément, c'est le moment où j'en ai pas vraiment besoin. Donc pour moi, je pense que c'est l'un des meilleurs calls. Le meilleur call qu'on a pu avoir aussi, c'est le choix de Couronne du Châtiment main. Ça m'a fait mes games, hein. Clairement. Voilà, c'est un peu, ce sera un peu un MVP de la prochaine étape. C'est ça. Ce qui était trop fort en fait avec cette carte, c'est que finalement, vous avez soit la possibilité d'aller éventuellement d'arrêter un stop turn. Donc ça c'est voilà. Ou éventuellement, si le mec a rien, de se dire ok, j'ai vu sa main, je sais que je peux le tuer, et donc j'y vais. Rien que le fait de révéler la main de l'adversaire. Même si la discard n'est pas tellement impactante, parce que j'ai viré des merdes des fois. Hein. J'avais un mec qui avait que des extras en main, et voilà, je lui ai viré un truc caca, et c'est tout. Mais je regarde sa main, c'est ça, et je me suis dit, ok, je peux y aller. Donc ça, pour ça, c'est extrêmement fort. Donc voilà, je vous remontrerai ma DL, mais j'en avais 2 en main et en side. Puis on le rappelle, hein, c'est un Saiyan rouge. Donc tout ce qui est Saiyan rouge de 5 ou moins dans KV, c'est un truc, si vous l'avez pas en main de départ, c'est pas gênant, parce que vous allez aller le chercher au bout d'un moment, en fait. Tu joues Broly à 1, t'achètes des Google Glass, tu prends des photos avec tes yeux. Hop. Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, d'accord. le choix que j'ai fait, qui s'est pas avéré très payant, mais parce que j'ai affronté qu'un seul SS, c'est le Raditz A1. Alors ça c'est la tech card de Mehdi. Alors est-ce que ça vient de lui, hein? Il s'attribuera le mérite très certainement, mais si ça vient de lui, on lui fait de gros bisous pour cette découverte. Donc le Raditz, pour rappel, vous pouvez le tuto, parce que pareil, c'est un Saiyan rouge, il coûte 1. Vous le jouez, vous piochez une carte, comme ça, pas de perte de CA. Et si l'adversaire détape avec autre chose qu'un éveil, vous lui cramez une énergie. Ce qui est trop fort, c'est de le jouer à la fin de votre T2 quand SS va entamer son T3. Parce que si SS joue... C'est pendant son tour. Oui, c'est pendant son tour, effectivement, pour précision. Donc si SS veut jouer son Unisson, s'il joue parasitique, il est baisé, parce que à partir de là, il pourra pas remove le Raditz. S'il joue le Raditz GFR, donc son comparse en gorille, il sera obligé de faire son -2. Donc au pire, son -2, moi c'est parfait, parce que j'ai juste à taper une fois sur le gorille, et le mec a plus accès à Trunks CP. Donc c'est parfait. Alors c'est dur à setup. J'avoue que moi, je crois que quand je l'ai fait, je prends un Kami. Voilà, je sais, c'est bien fait pour moi. J'avais qu'à avoir 4 battles sur le terrain. Je savais pas que SS se permettait de jouer Kami. Maintenant, je le saurais. Pour moi, c'était baby. Mais en vrai, c'est fort. Et ça lui a coûté 1, mais voilà. Je me suis dit, le mec est capable de faire du remove avec les bouts de Jack. Pourquoi il jouerait Kami? Et forcément, il m'a fait...
Ouais, mais j'avais pas de Silver Bullet. Mais bon, c'était un très bon choix de sa part. J'avais un gros board d'installer. Il a fait je paye 1, je pioche 1, je paye 2, ton board dégage. Parfait, nickel, bien joué. J'aurais fait la même si j'étais SS. Non, après, qu'est-ce que je changerais? Parce qu'après, voilà, je voulais qu'Isma parle, mais je vais finir là-dessus. L'arrivée des Goku Ultra Instinct, trop fort. Voilà, pour rappel, Ultra Instinct, c'est un 20k, enfin 30k, on va faire simple. 30k déflect dual, peut pas être remove. Donc l'Unisson son -1, il peut se le coller derrière l'oreille parce que il pourra pas le faire, enfin, tout du moins pas sur le Goku. La condition, c'en est vraiment une d'handicapante, c'est vous payez 2 et vous devez combo 2 cartes. Donc une fois que vous avez tapé avec vos Bardock, vous tapez, vous combotez avec un Switching Gear et autre chose, et puis voilà, vous le faites arriver pour 2. Donc 30k, parce qu'en fait s'il est à 20k, il se rajoute tout seul comme un grand 10k jusqu'à la fin de son tour. Donc la carte est trop forte. Après, en termes d'ajout de nouvelles cartes, non. Moi je resterai juste là-dessus. Les unissons végétaux qui vont bouger. Peut-être les ratios de Violent Raise. J'avais fait le choix de juste jouer entre guillemets 3 présences main et pas une 4ème en side. Faudrait voir effectivement là si ça va être compliqué. Peut-être les Store Championship, voir si Dark Ball y est joué et si c'est pas le cas, repasser peut-être à 2 Violent Main et un side pour peut-être rajouter une présence. À voir, ça c'est des ratios. Les stores, souvent tu connais à peu près 12 des 16 mecs qui sont là, donc tu sais qui jouent quoi. C'est vrai, tout à fait, effectivement. Mais non, sinon pour moi c'est à peu près tout et je voudrais qu'on passe sur toi, parce que depuis tout à l'heure je parle et je ne t'entends pas. Tu représentes un tiers de la méta, moi je représente 5 mecs. Mais justement, c'est ça le plus intéressant, parce que en soi, est-ce que parler de ma DL, peut-être de mon ressenti c'est intéressant, mais ma DL à proprement parler, j'ai envie de te dire, voilà, ma DL c'est la DL de la plupart des gens qui ont décidé de jouer Roi Vegeta. C'est une DL on va quand même s'attribuer le mérite réfléchi ensemble. C'est une DL qu'on a aussi réfléchi avec Bruno Milano. C'est une DL qu'il a très certainement dû passer à ses teammates. C'est une DL qui, quelque part, est un peu... c'est la DL qui a gagné, finalement. À quelques ratios près. Elle est beaucoup plus agressive, celle de Casadei, mais finalement... Il aime bien l'aggro, donc il a dégagé déjà les 2 contre... Omen of Awakening, donc je sais plus. C'est ça, je sais plus. C'est en gros. Les regrets de l'avoir gardé, toi. Oh oui. Donc pour rappel, c'est une carte, vous avez un unisson sur le board, vous la payez 1 de moins, donc elle coûte 1 énergie rouge au lieu d'en coûter 2, et elle vous permet de stop une battle de 20 ou moins en counterplay. Et moi j'avais fait le pari que SS Bleu Rouge c'est la meilleure version, donc SS Bleu Rouge ça a topo, et j'ai pas envie d'avoir un stop turn. En vrai, pour 1 et un crit, tu pouvais péter un Boujak aussi. Après, je l'ai jamais joué cette carte. Méta, en vrai, vu l'évolution de la méta, ce sera mieux de prendre le Vegeta Anniversary Box parce que c'est une pièce à tuto. C'est vrai que j'y ai pas pensé, Les stop turns C14, ce sera des stop turns qui ont moins de 20 000 parce que peut-être que Topo ne sera pas forcément beaucoup joué. Et surtout que ton Goku Lee, en vrai, Boujak il s'en tape. Parce qu'il peut pas être remove. C'est ça, on est complètement d'accord. Non, on m'a dit, mets cette carte, je l'ai mise parce que moi j'écoute. Non, il n'y a pas eu que toi, il y a eu d'autres personnes qui m'ont confirmé que c'était une bonne carte. Ouais, et le problème, c'est que cette carte-là, soit je l'ai dégagée game 2, ou soit c'était ma charge en fait à la game 1, et je savais pas quand est-ce que je pouvais la jouer. Je pense que, alors je peux me tromper encore une fois, mais je pense qu'Antoine, à mon avis, a dû avoir le même ressenti et s'est dit, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais jouer. Ah, c'est ça, et il les a dégagés. En fait, il a fait un régio. Nous, on a fait une pause de 1 mois et demi de compétitif. Ah, complètement, moi j'avais décroché. À la fin du mois de juillet, et il en est venu parce que c'est Mehdi qui m'a dit ça. Il en est venu à la conclusion que c'est une carte qu'il n'a pas jouée, donc du coup, dégage. Quand tu joues pas une carte pendant tout un régio, du coup, tu l'enlèves, ça paraît logique. C'est ça. Si j'avais eu l'occasion, effectivement, d'avoir pu tester ça sur un gros event, je pense que j'aurais très certainement eu la même conclusion, et je pense que j'aurais même pas sidé la carte. Après, parce que sur l'aspect théorique, si tu commences, t'as une mission capée, c'est toujours bien aussi de pouvoir remettre un Boujak Égide. Il y a toujours plein de plays qui sont intéressants sur le papier. C'est sûr. Mais plus situationnel qu'on le pensait, je pense. Ce que j'aime pas déjà sur la carte, et c'est à chaque fois, moi, la chose qui faisait que je la jouais pas, c'est le crit de points de vie. Vous avez quand même un deck qui tombe facilement à 3.
parce qu'il veut abuser, notamment sur les decks tempo, de l'effet de son terrain de se prendre un point de vie. Donc vous avez vite fait de vous prendre une attaque pour vous passer à 3. Et du coup, ça veut dire se passer à 2, et ça veut dire s'exposer à n'importe quelle double frappe de la terre. Donc ouais, même en side, je pense que je passerai sur les Vegeta Anniversary Box, dans le sens où eux, ils sont tutorisables, et puis comme tu l'as souligné, la plupart des futurs stop turn seront tous maximum des 15k, à part Topo, hein, bien sûr. Et voilà, stopper un 15k et en plus ne pas crit 2 points de vie ou avoir une battle, éventuellement, parce que je peux me permettre de la poser pour 1. Aussi, en vrai, le Broly A1 a pas mal pallié le rôle au final de Omen, quoi. C'est exactement ça. Voilà. Vous avez un 5K combo, donc du coup dans le futur la future liste, ça servira de chair à canon de combo power pour jouer Goku UI. Donc ouais, non, franchement c'est voilà, je pense que Omen va dégager. Allez, à toi. Il y a un moment. Ça y est, la Star KV a fini. La Star KV du tout. Vas-y. Comment ça s'est passé pour toi? Déjà ton résultat. Je vais pas aller trop en profondeur sur le playtest parce que je pense que je ferai une vidéo plus approfondie parce que faut que je regarde, je les ai regardés qu'une fois, mais les games qui sont passés en stream. Je pense la regarder une deuxième fois parce que c'était un deck que j'avais pas train depuis longtemps, une semaine et demie, quoi. J'ai fait qu'un local avec. Après, c'est une mécanique que tu connais, puisque voilà, on va pas se mentir, mais Xeno Gogeta, c'est un peu le Vegex entre guillemets, pas Echo plus, mais le Vegex plus commerce équitable. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Ça révolutionne pas le gameplay que tu avais avec le deck que tu jouais avant, on est d'accord. En vrai, je trouve à part que tu payes. En fait, ils ont exactement la même range, en vrai. Oui. Mais ils ont pas du tout le même gameplay. Et j'étais pas dépaysé sur le fait de jouer depuis ma War, par contre. Certains trouvent ça dur. En vrai, tu t'y habitues quand tu joues souvent noir. Après, j'aime bien le deck. Globalement, je l'ai joué parce que c'est une mécanique que j'ai toujours trouvé fun. Parce que à notre local, on peut faire un coucou à Mathéo. Il le joue depuis la BT12. Hein. On prend du plaisir avec parce que c'est un deck qui est plaisant. Faut pas oublier la notion de plaisir dans le tournoi. Moi, je suis venu pour ça. J'ai fait un résultat 3 victoires, 2 draws, 1 défaite. Ce qui est pas infâme pour le coup. Un excellent résultat, je pense, vu la puissance du deck aussi. Oui. Après, sur une draw contre Antoine, mes connaissances du deck, je pensais que le Gogeta SR fallait 2 énergies pour soi et pas pour l'adversaire, donc je l'ai grugé, donc je m'en excuse. Le tricheur. Même si c'est pas volontaire, ça reste de la triche. Hein. Et bon, après, j'ai pas fait exprès. J'ai de bonne foi. Après, c'est du. C'est aussi ce qu'aurait dit un tricheur, mais. Mais j'ai pas fait pour en avoir discuté, c'est du. Alors après, loin de moi de mettre la faute sur Antoine, hein, mais ça. Ça reste du 50-50. Hein. Pour moi, c'est l'adversaire. Quand t'arrives à un tournoi, c'est quand même de connaître l'effet de tes cartes. Oui, mais jusqu'à preuve du contraire, on a tous été dotés du don de lecture. Exactement. Et rien ne l'empêche. Tu te rends compte le nombre de draws quand les gens lisent pas leurs cartes? Imagine si tout le monde lit. Il y aurait pas de draw en fait, hein. Très certainement. On est d'accord. Ok, donc tu veux pas forcément parler de tes games, tu voudras plus parler. Je vais parler des games. Alors vas-y. Surval, mais tu commences par quoi? Game 1, t'as quoi? Game 1, j'ai le lunch agro, donc je contre Marc Joël, donc je fais un coucou, je fais un coucou à tout le monde à chaque fois. Très bien. Il a un metacall global de SS, c'est très sensible early, donc je vais jouer. C'est la loupe habituelle, hein, c'est. Au ban de Beerus vert, c'est toujours la même loupe. En fait, il part son starter, c'est Unisson Goku Vegeta Junior. Je tape avec 10 000, je le pète, je rajoute 2 skillless. Après, il joue Tao Pai Pai, il joue la super combo Bulma dans son lunch pour jouer des Trunks Crit auto-éveil gratos. En fait, c'est un deck à loupe et à la fin, il fait Vermood. Voilà. Ouais, il enchaîne les Vermood. Peut-être que bientôt va un jour enfin être banni. Mais en gros, il fait toujours la même loop. Tao Pai Pai qui peut faire autant de fois qu'il veut partout. Après, il fait Vermood. Après, du coup, comme Beerus a été banni, il joue Time Regulator au lieu de jouer Bardock Défausse 1. Parce que sinon, il aurait Défausse 1 Beerus. Il fait toujours le même truc. Je ne joue un deck. J'ai longtemps hésité dans mes playtests entre les 2 protecteurs main ou les 2 extra blue main que j'ai mis. J'ai mis extra blue parce que je pensais qu'on tombait sur majoritairement du bleu. Bien sûr. Au final, je joue 3 KP, un rogue. Donc, du coup. Sur 4 des 6 games,
Protector était mieux. Les 2 autres games contre le bleu, bah, Extra Bout a été meilleur, comme annoncé. Mhm. Moi, je me suis pas chié sur une métacall quand même. Enfin, dans le sens, la carte était bonne contre le bleu. Au moins, Oui, t'es juste tombé sur les mauvais pairings, quoi. Euh, mauvais ou Entre non, guillemets. après. C'est juste que Protector, c'est une carte terrible contre SS parce qu'en fait, il a le temps avec lui. Donc, tu fais Protector, tu défausses 2, il tape plus leader, il défonce ton board, t'as perdu 2 cartes en main, il fait de toute façon, moi, le prochain tour, je suis encore plus fort. Donc, on voit tout à l'heure. Oui. Donc, Par contre, ça reste un excellent call face à du Go White comme KV ou même comme le lunch en question, hein, puisque bah du coup. T'attends juste qu'il commit un peu en payant une ou deux battles qui t'apprend l'assaut sur une ou deux attaques, et au moment où il commit un peu, tu lui fais Protector, et après tu joues sur la psychologie où ça c'est les coups irrécupérables, il se dit ah j'ai quand même commit, donc du coup je vais essayer de le kill. Et c'est ce moment-là. C'est vrai. Tout à fait. Voilà. Au lieu d'abandonner comme un bon joueur ferait. Donc lunch du coup tu fais, rappelle-moi. Draw. Tu fais draw. Donc tu prends la première ou. Donc il prend la première, du coup, forcément. Ouais, il me déboîte. Ok. D'accord. La deuxième, je gagne. C'était tendu, mais je gagne. Je pense qu'il aurait pu l'avoir, il fait un misplay. Il pensait pouvoir me héroïne ma KSR. Ouais, non. Après, il a relu sa héroïne et après, il a fait oh merde. Et il a arrangé son héroïne. Ok. Voilà. Game 2, après, tombe sur quoi? Quand tu gagnes sur un misplay, au final, c'est quand même le meilleur joueur qui a gagné, puisque le joueur qui a pas mis. C'est pas faux. C'est pas faux. Voilà, ça dévalue pas ma victoire, je la prends quand même, je suis un chacal. Donc, ronde 2, je tombe face à Marco de chez nous. Donc, bonjour Marco. Bisous Marco. Quand tu vas monter la vidéo, tu te reconnaîtras, je pense. Bien sûr. J'espère. Peut-être qu'il a oublié son prénom avec votre game. Donc je joue contre lui, donc déjà, il a un peu traumatisé de Gogeta Geno au local, il a fait une draw un peu difficile au premier tour, mentalement il était pas dedans, je savais que j'avais gagné quand j'ai vu sa tête au moment des rondes. Ouais. Je le connais Marco, voilà, on a un peu lâché là-dessus. Je gagne au dé, donc déjà il fait encore plus la gueule. Le pauvre. Je crois que je lui ai aussi mis la douille avec Gogeta SR, mais je suis pas sûr. Mais ça, de toute façon, après, tu l'as mis à tout, ça change pas la game. Non, au final, je l'ai pas mis tant que ça, parce que je me suis remis, parce que du coup, j'ai regardé toutes mes games en stream et tout pour vérifier. Quoi. Je te l'ai pas faite à toi, je l'ai pas faite contre Bruno en ronde 6, surtout la ronde du top quand même. Après, je suis content d'avoir raté le top pour un point, parce que vraiment, je me serais vraiment senti très mal à l'aise de fausser le top là-dessus. Mais bref. Je gagne, je mets une grosse pression, Gogeta Xeno, dès que le bleu, dès qu'il fait quelque chose, il doit avoir pain, tu respires trop. T'éternues, tu warp. Tu contres, voilà, c'est un enfer. Les 2 fois, il me sort Baby à chaque T3, hein, mais je m'en bats les couilles, c'est mon deck, il est comme ça. Du coup, il est orienté pour, de toute façon. Il perd 3 sur Baby Hatchak à chaque fois. En fait, le truc, c'est qu'en plus, tu tapes Gogeta promo en premier, donc s'il fait Baby Hatchak sur la première attaque, il perd Baby Hatchak. Il se la fait warp. Il le fait sur la bien deuxième. sûr. Pour garder le body, et du coup, il le perd le tour d'après. Ou alors, des fois, tu cailles SR et c'est réglé. SR, ça marche aussi. SR. Je lui mets 2-0, je gagne au dé. La deuxième, il a pas une sortie folle. Le fait d'avoir... Il partait pas en confiance et le fait d'avoir vraiment déroulé sur la première, l'ascendant psychologique, il est là. Le Gogeta SR, c'est vraiment le MVP contre les decks bleus parce que tu le fais trop chier avec ça. Bah, tu colles en fait les 2 Silver Bullets pour une énergie qui vont le faire chier tout le long de la game. Quoi. Ça lui fait trop mal. En plus, sur T2, sur mon T3, T2, il combo un gorille, je warp avec Extra Bout. La rentabilité de la carte a été là au moins. Voilà, j'étais content. Ronde 3, là pour l'instant c'est l'autoroute du plaisir sur le pairing, parce que du coup... tu prends Baby, je crois, c'est ça, non? Baby bleu, donc du coup, bonjour William. Donc, allez au Win-a-Boss de William à Ludo-Trotter en octobre. Tout à fait, au mois d'octobre. Il a un peu rincé tout le monde sur les lots, il a ajouté en plus. Donc, oui. Faut le remercier. Technique et financier d'aller à Ludo-Trotter, faites-y un tour. En plus, la commune est sympa sur place. Il y a les Belges, il y a. Et Quentin, il accueille tout le monde chez lui en plus. Et Quentin est très accueillant. Il donne des bières à tout le monde. Pour lui, c'est ça. L'alcool, il nous l'a dit. Exactement. Donc, je vois Baby Bleu, donc je fais la blague. Donc je pense que tout le monde lui fait. Hein. Oh, Baby Bleu, c'est chiant. Bon, après, je sors Gogeta Xeno et je fais. Du coup, c'est chiant pour toi. Ouais, c'est plus chiant. Ouais. J'ai un petit peu fait la blague d'appeler une ambulance, mais pas pour moi, quoi. Et du coup, main deck, j'ai ce que les decks noirs side contre Baby Bleu. Donc du coup, la première, je la prends, en plus je gagne au dé. Donc, c'est ça. Je suis un top player jusqu'au bout, je gagne au dé. Je gagne du coup. Le move le plus fort du jeu, c'est de gagner au dé. Ouais, surtout face à Baby. La deuxième, je suis déjà un deck qui a l'ascendant, je peux rentrer des Silver Bullets.
Je tape. À un moment, il me fait un counter play sur des battles à 1 parce que il veut me les dégager. Ouais, il fait le hit, c'est ça, non, du coup? Non, il me fait le truc qui met sous le deck, le Vegeta. Ok, ouais, d'accord. Après, je tape. Il fait un autre truc où il défausse. Non, en fait, je tape. Il me fait le Le gars, il counterplay, passe. Tu dit tapes quoi, en fait? Magic. Je Ouais. retape. Il fait Gohan pour 2. Je fais Super Kame en prenant un PV. Normal. Quand tu n'as pas l'opener parfait contre Baby Bleu, qu'est-ce que tu fais quand il a une énergie ouverte? Bah, tu poses la Silver Bullet et t'as gagné même si tu passes tour là, quoi. Donc, Ouais. voilà, je prends bien soin, après avoir posé ma Silver Bullet, de finir le tour à 3 battles parce qu'on sait jamais. Enfin, Camille peut gagner. Donc, du coup, il arrive à son T4, bah, il peut pas poser une son bouc parce qu'il peut pas se permettre d'être à une ouverte. Surtout que, bah voilà, mes 3 battles, c'est Silver Bullet et 2 Vegeta Warp. Donc, s'il repère sur bout, il perd 2 cartes et il burn une énergie en point de vie. Globalement, en fait, quand on a juste à lire l'effet de mes drop 1, on se rend compte que c'est un enfer pour lui. Surtout que ce qui est fort dans Baby, c'est dès que tu fais un contre, tu joues un truc qui a servant pour le tour d'après récupérer ton CA. Parce que c'est très et là, tu l'as pas. Et là, même ma promo Gogeta a warp le board quand tu contres. Donc, tu peux warp le Gohan. Du coup, tu enlèves toute sa value. C'est vraiment un hard counter. Ah oui, non, mais tu peux pas gagner, hein, pour moi. Déjà qu'SS, alors, SS a des outils pour, mais il va avoir des difficultés à gagner face à ton deck parce qu'il y a quand même pas mal d'anti-d'étape, d'anti-contre, etc. Là, il me fait mal, mais en vrai, le mono bleu, je préfère jouer contre le mono bleu que le bleu rouge parce que vraiment, je l'embête vraiment très fortement avec mon. Il te touche pas tes drop 1 en fait. Et là, Baby, c'est encore plus catastrophique parce que le problème de Baby, c'est que il a pas de removal. C'est-à-dire qu'il est obligé de jouer Camille main deck, et en effet, comme tu l'as souligné, à partir du moment où tu set up un board de telle manière à ne pas avoir 4 battles, le mec ne pourra jamais toucher à tes drop 1. À part s'il touche un Gohan Piccolo, encore faut-il qu'il le touche, surtout que toi derrière tu l'empêches de faire du CA et de la value avec ses servants pour le coup. Ouais, honnêtement, j'ai dû gagner toutes mes games largement en combo power et j'avais beaucoup de cartes en main au moment où je pouvais le tuer. Bien sûr. Ok, donc là on a la game 3, game 4. Sur round 4, je tombe contre toi. Donc, ouais, c'est bien en fait. Le gars est bien, il est en 1-2. Du coup, ouais, là je suis en 3 après contre toi parce que bon, tu briques pas mal, je joue tout seul. C'est ça. Quand je joue tout seul, c'est un match-up que j'arrive pas mal à gérer. Donc, Et le pire, c'est qu'on se dit, on joue la place en top, donc on a quand même j'avais pas la pression parce qu'au début, avant qu'on starte, on se dit ouais, au pire, peu importe que ce soit toi ou moi, dans tous les cas, ça reste la maison qui est représentée. Mais ouais, en effet, comme tu l'as dit, t'as joué tout seul au jeu. En fait, t'étais SS, mais en jouant Gogeta Xeno, quoi. T'as joué tout seul pendant 2 games, c'était génial. Voilà. Là, j'ai refait un peu de VGX quand tu joues contre du bleu, quoi. T'as 3 tours, t'es seul au monde, tu lui mets tout et il pleure. C'est ça, il a perdu en fait. Après, en vrai, j'arrive à ce moment-là du tournoi parce que j'ai fait qu'un local avec, je dois avoir maximum 12-13 games avant d'arriver au tournoi avec Gogeta. J'arrive toujours à la même conclusion, jouer Gogeta ça coûte cher en battle. Quand je vois des tours, le tour agressif de KV où il a beaucoup de choses gratos, je suis un peu envieux quand même. Après, toi, tu sortais en plus d'un deck où tu payais quasi rien en fait. C'est-à-dire que les seules fois où tu engageais de l'énergie, c'était pour l'extra bout, pour la double frappe. Rares étaient les moments où la silver bullet éventuellement. Mais et puis t'étais sur un deck qui avait pas peur non plus de se full tap. On parle de VGX. Il y a un truc qui est très très con, c'est par exemple pour la lunge la première ronde. Quand on voit le T2 de Gogeta, de KV qui me fait très mal, c'est quand il start, il pose l'unco, fin de tour, je tape unco, je tape barre de crit, je joue KP, je tape, je joue nu rouleur gratos, je tape. C'est ce que je disais, moi à VGX, j'entame mon T2, je pioche mon début de tour, je charge, je refais un effet leader, je fais MS6, t'as plus de terrain. Ça m'a coûté 0 et une carte. Alors que là tu peux pas le faire. Tu perds toute ta ressource que t'as mis. Là dans Gogeta, je dois payer. Taper pour remove le board. C'est chiant. Oui, on est d'accord. De grosse analyse de dire juste c'est chiant, mais ça coûte quoi. Après, je suis quand même content de mon call. Là j'arrive round 4, bon le résultat est très beau, mais
Alors, dehors du résultat, je trouve que le deck tourne bien. Surtout, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer parce que c'est un deck qui est très fun. Globalement, ce qui m'a fait jouer le deck, c'est le Gogeta SR que je trouve très fort. Il est très marrant. Il génère 3 attaques sur 2 énergies. Avec 2 drop 1 qui sont des ressources qu'on prend de la warp ou de la drop. Donc, on ne dépense pas de la main. Toujours le même problème. Gogeta est faible contre l'ultra aggro parce qu'il y a des decks qui peuvent être beaucoup plus aggro que lui. Donc, par exemple, KV. Il s'essouffle vite en main aussi. Donc. Là-dessus, le Trunks BT3 m'a beaucoup aidé. Ouais, le Trunks BT3, effectivement, je pense que ça a dû en surprendre plus d'un. La deuxième game contre toi, c'est en stream. T'as fait un plus 3. Tu défends pas mal. T'as fait un plus 3. Je fait un plus 3. Je fais, j'ai draw 3, trop bien. J'ai fait SS. Un plus 3. J'ai fait SS avec le C'est ça. Ouais, un je plus 3. Cette carte en main, du coup, je vois ça, je fais, j'ai gagné, bravo Ismaël. Ouais, mais c'est ça, parce que du coup, j'avais réussi à te descendre, et quand j'ai vu le plus 3, j'ai fait ok, t'as gagné la deuxième, super. on peut aller boire un café, c'est bon. Ouais. Et après, j'enchaîne, du coup, mes 2 dernières rondes, c'est encore 2 KV, donc je suis table 1, donc cette fois-ci, le stream est de meilleure qualité, de faute de problèmes techniques contre Antoine, qui win le tournoi derrière. Les games sont pas bien, je suis pas loin d'arracher la première contre lui alors qu'il gagne au dé. J'étais un peu surpris, après il m'a gagné parce que je lui ai dit après la première manche, t'es chiant, est un grand joueur, des fois il voit qu'il commence à taper, qu'il me tue pas, il passe son tour parce qu'il sait que son deck génère plus de ressources que moi. Ouais. Il sait qu'il peut se le permettre. Il va s'empaler un petit peu là, il prend un retour de flamme, s'il te plaît. Non, mais c'est parce que je vais faire présence, voilà. Ouais. Parce qu'il sait effectivement que c'est un deck qui fonctionne un peu comme Vegex, et que si effectivement tu commits et que tu peux pas tuer l'adversaire, derrière il te met un retour de flamme et tu t'enlèves pas. Et ouais, il a eu les meilleurs calls en soi. KV n'est pas un des decks qui génère le plus de ressources de toute la méta, mais contre certains match-ups, dont Gogeta Xeno ou d'autres par exemple, il génère plus de ressources, donc du coup quand tu tues pas le mec, tu passes ton tour et t'attends qu'il c'est ça. Parce que tu fais un draw 2 tous les tours avec le Nissan Piccolo et avec le leader, tu fais switching gear, voilà, hop, t'as fait 3 cartes en main, t'es tranquille. J'ai failli gagner la première parce que j'ai pas mal chaté ma SCRK quand même sur le tournoi. Le tournoi, je la chatte souvent quand même. Parce que, oui, tu la chattes game 1. Déjà en train, je l'ai jamais parce que quand je l'ai en train, je la tu la meules ou je la mets sous le deck. Ou tu la meules Oui, quand je la meules aussi. Parce qu'en fait, quand surtout. en train, je joue des decks à RNG, donc je joue jamais avec la caille parce que c'est pas intéressant, ça fausse des games. Donc quand t'es en tournoi, t'es content de fausser des games puisque t'as la win. Mais pour un train, se baser sur une victoire avec la SRK, ça permet de pas trop bien analyser son deck. Donc mais du coup là t'as eu la chance de la toucher à chaque fois, et je pense que ça a eu un impact sur la plupart de tes games. Sur la deuxième game contre Antoine, je la chope aussi, mais c'est un overkill, il avait déjà perdu. En fait, quand il la voit, il scoop, mais j'avais déjà d'autres trucs en main. Ok, donc là tu reviens en fait, parce que ça effectivement je l'apprends, mais là à ce moment-là t'es en 1-1 en fait, c'est ça? Ouais, je suis en 1-1 sur contre Antoine. Ouais, donc tu dis il y a moyen qu'il se passe des choses quoi. Là je suis en 3 victoires de draw, il reste une ronde. Ah, parce que vous finissez en draw du coup contre Antoine. Ouais, d'accord, ok. Quel bel homme, d'accord. Bruno tape 3, sur la dernière, je perds 1-0. Ouais. Donc la game se termine 1-0, il a fait ses 2 tours additionnels, moi malheureusement je n'en ai fait qu'un. Ouais. J'aurais bien aimé profiter de mon petit tour additionnel. Au moment où je perds en main, j'ai Trunks BT3, super combo KSR encore. Je la top deck au moment où on me dit time, donc j'avais un peu le seum. J'imagine. Après j'étais content que Bruno gagne, surtout qu'en plus j'avais vraiment envie de faire un truc parce que on avait train le deck samedi soir. 6 fois. C'était 4 games. J'ai pris 4-0. 4 Ouais. Ah, vous avez fait 4, vous avez pas joué. J'ai pris 4-0. Ouais. Et, ok. Je savais que contre KV, de toute façon, sur les 4 qu'on a traités, la train 3 il a commencé au dé. Je savais que quand KV commence au dé, je peux pas le jouer. Après, on peut pas avoir des matchs favorables contre tous les decks. C'est comme ça. J'ai pas pris un méta. J'ai pris c'est un peu un méta call Gogeta pour le bleu, mais j'ai pris un deck. Si je voulais aller au bout, j'aurais pris Dark Broly par exemple. De toute façon, tu es obligé, là, dans la méta dans laquelle on évolue, tu vas être obligé, de toute façon, de faire un choix de soit aller taper anti-SS ou anti-KV. Les deux decks étant diamétralement opposés,
tu peux pas en fait prévoir un main ou un side qui va, tu vas pouvoir, mais tu n'auras pas autant d'impact que si tu décidais de faire un choix que sur l'un des deux decks. Et ça va être un peu effectivement compliqué de faire un grand écart. Ceux qui arriveront clairement vont pouvoir arracher des games et même rentrer du top sans aucun problème, mais pour moi il y aura un vrai choix à effectuer. Par exemple, Icarius était un très bon entre-deux. Ouais, tout à fait, je suis assez d'accord. Enfin, Bah, après, c'était aussi Icarius bleu bleu-jaune, hein, bien sûr. C'est pas pour rien qu'ils sont top. Donc du coup, je perds 1-0 contre Bruno, il gagne la première, il me roule dessus. Voilà. S'il fait la sortie de T3, il me semble. Voilà. Bardock SS4, il m'a fait New Ruler T2, T3. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Bah, rien. En fait, il a fait. Il a des trucs, il y a beaucoup plus de choses gratuites que moi. C'est par exemple la même sensation de quand moi je jouais VGX contre Mathéo qui jouait Gogeta Xeno. Je lui disais, je fais beaucoup plus de choses gratuites que toi et du coup, j'ai un deck plus fort, quoi. Enfin, bien sûr. Bah, il a fait ce que j'aurais aimé faire sur les games qu'on a pu faire en tournoi, mais tant mieux pour lui, hein, ça lui a permis de passer en top. Et après, il s'est fait éliminer par son plus beau chef de team, et il a effectivement, après, il a quand même réussi avec les honneurs. Il m'élimine un 1-0, je suis à un point du top, donc si je faisais draw, j'étais 8ème. Et lui, il aurait quand même après, l'accès au top. C'est aussi un problème qu'on peut, parce que là on va peut-être passer sur le moment conclusion du gameplay global du tournoi. C'est un peu un truc qu'on peut déplorer, donc soit le jeu n'a pas été adapté en termes de durée de jeu, parce que le jeu est trop long, il y a trop d'effets, il y a trop d'interactions, donc il y a trop de draws. Oui. C'est un constat hein, que les gens font. Par exemple, contre SS, t'es obligé d'accéder ton deck B1 contre SS parce que tu sais qu'il n'y aura pas de troisième. Tout à fait. Donc, si tu prends pas la première, tu sais qu'au mieux tu fais un partout. Je pensais pas que c'était à ce point-là aussi qu'on te cavait pour moi, mais en fait, en se rendant compte, ça a été... à chaque effet de tuto, tu réfléchis. À chaque fois que tu poses un petit pot ou quoi que ce soit, tu demandes s'il y a une réponse ou des choses comme ça. Même si c'est 3 secondes, 4 secondes à chaque fois, le temps que tu mélanges ton deck, le gars il coupe. Tu perds vraiment sur les interactions de King Vegeta, il y a une perte de temps qui est colossale. Alors ça, après, c'est les joueurs. Autant, ça on en a parlé effectivement hors vidéo, autant, en effet, je te rejoins complètement sur SS et sur le fait que le format 50+10 ne soit plus adapté à la méta d'aujourd'hui. Parce qu'on est sur une méta qui a énormément ralenti depuis la disparition de Vegex et de Mecha Freezer et depuis la domination de Soul Striker. Donc ça, c'est un fait. Autant les KV qui sont arrivés en draw, alors malgré tout le respect que je leur dois, hein, puisqu'il y en a très certainement qui ont fait des draws et qui ont pris des tops, tu peux pas en fait arriver sur du draw quand tu joues Roi Vegeta et même arriver ne serait-ce qu'au time si t'affrontes pas du Soul Striker. Alors peut-être que ceux qui ont fait des draws n'ont fait qu'affronter du Soul Striker et là ça se comprendrait, mais aujourd'hui KV face à un autre deck, le mec qui draw, je ne comprends pas. Soit effectivement il va gagner, soit il va perdre, mais il n'y a pas de draw possible. Enfin, il y a un moment. Icarius était au bord de la draw. Ouais, mais parce qu'effectivement j'ai un mur en face, mais et parce que je joue très certainement mal aussi, ça c'est possible. Ouais. Mais quand t'es KV, si tu mets Icarius plus SS, t'es à 11 decks qui potentiellement peuvent te stall jusqu'à la draw. Ouais, mais l'argument de il y a trop d'interactions, etc., je suis pas d'accord. Moi je fais un top 5 avec mon Vegeta Crit ou avec mon leader. Je sais ce que je dois prendre avant même de faire mon top 5. Voilà. Et si je l'ai pas, je réfléchis autrement parce que des fois on n'arrive pas forcément à ce qu'on veut avec 5 cartes révélées. Mais enfin, il y a un moment, voilà, j'ai soit un super combo, soit un Bardock Crit, je le prends, soit un Couronne du Châtiment si j'ai déjà le Bardock Crit et que j'en ai plus besoin. Voilà, j'ai pas 50 000 solutions, surtout qu'en plus je suis limité par rapport à ce que je peux prendre. Après, là où je comprends, c'est les mecs qui vont prendre 10, 15, 20 secondes sur un push ou quelque chose qui y ressemble, mais de faire ça à chaque effet, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Alors là, je pense que John me rejoindra là-dessus, hein, mais le nombre de draws qu'il y a eu dans ce tournoi, moi ça me laisse encore pantois parce que on a quand même, là on le rappelle, on a 35 joueurs qui, je pense, dans leur globalité, sont tous des joueurs qui ont arraché du top, ont gagné des events, etc. et qui sont encore capables aujourd'hui de faire du draw. Enfin, je comprends pas, vous connaissez votre deck, vous connaissez le deck de l'adversaire. Ouais, des fois, quand il y a un board assez rempli et que c'est un match-up un peu tricky,
juste des fois sur des malus de puissance, tu prends 20 secondes pour savoir où tu fais la résolution leader. Ouais, bien sûr. Comme ça. Oui, mais là, il y a eu un nombre de draws. Ça. Pour moi, en termes de résultats purs, c'est le seul. Pour moi, c'est je dirais le seul de faire autant de draws. Ah, bien sûr. Ça a complètement faussé la donne. Ça a fait des classements qui étaient très bizarres. Ça a permis à certaines personnes de se hisser dans les hautes places et d'autres peut-être effectivement de se retrouver en bas du classement alors qu'ils avaient peut-être un bien meilleur niveau. Pour moi, la draw, elle ne devrait pas avoir autant d'impact. Pour moi, tu ne devrais pas gagner en faisant 1-0. Ça, c'est une première chose, parce qu'effectivement, pour moi... m'a sauvé contre Antoine, parce qu'en BO3, je pense que je perdais, et comme il a gagné au dé, il commençait 2 fois. Oui, possiblement. Mais tu l'as évoqué, SS gagne la première, soit l'adversaire fait draw, il est sûr de pas perdre. Et ça, c'est pas normal. Tu peux pas, en fait, avoir un leader qui te dit, je vais gagner la première, je sais que je peux pas perdre. Parce que, effectivement, SS, c'est pas une question de je sais où je suis long en interaction, de je suis un slow player, etc. SS, c'est un deck de toute... Zondo, s'il joue 4 DND main deck, c'est parce qu'il sait que s'il gagne 1-0 contre un miroir, il sait qu'il a quasiment gagné le BO1. Quoi. Tout à fait. Ça devient du BO1 en fait, alors qu'on est sur un format BO3. Voilà, je trouve ça, je sais pas ce qu'on pourrait faire. Après, on n'a pas la prétention d'être. Les draws posent problème. Moi, je suis. Après, je fais partie de ces gens qui jouent vite. Je fais partie de ces gens qui aiment pas en fait slow play. Je fais partie de ces gens qui n'aiment pas les hauts time. Parce que moi, le time, ça me met une pression monstrueuse et je fais n'importe quoi. J'ai mon cerveau qui fait des nœuds et je suis pas capable de gérer ça. Voilà, moi je pars du principe où une game, à la fin du time, elle est clôturée. On a limite eu le temps d'aller pisser, se laver les mains, aller chercher un coca. C'est quelqu'un qui se met au bord de la fenêtre quand il fait la canicule aussi. C'est vrai. Mais c'est aussi le débat qui peut être intéressant, parce que bon, j'ai dit épilogue en début de podcast parce que je suis un illettré, alors je voulais dire. Enfin, j'ai dit prologue alors je voulais dire épilogue justement. On est quand même à la fin du 7-13. Donc on a testé un peu la rectification de Bandai sur ce qu'aurait dû être le 7 s'il y avait eu la baliste avant. Donc ils ont corrigé la bêtise. Est-ce que pour toi la méta était saine ? Non, pas du tout. Une méta en fait qui repose sur 2 decks. Alors nous on s'attendait à 3. Voilà, on s'attendait à effectivement avoir une répartition de Dark Broly, KV. T'es dur, parce que dans le sens il n'y a pas les nouveaux. Mais oui. Je te parle scène dans le sens, est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de trucs abusés dans tous les decks quoi ? Le problème c'est qu'on ne pourra pas vraiment juger parce que abuser c'est avoir un impact en fait sur tous les decks que tu pourras affronter. C'est ça la définition même d'un tier 0, c'est que un deck tier 0, quel que soit ce sur quoi il tombe, le mec il va te rouler dessus, il va avoir l'avantage, Là on sait pas en fait, parce qu'on avait en fait 2 decks qui étaient juste diamétralement opposés, je l'ai évoqué tout à l'heure, on avait SS et KV, donc de l'ultra contrôle et de l'ultra aggro, voilà, pour faire simple. Et moi aujourd'hui, pour moi c'est pas, enfin je vais avoir du mal, même si je vais continuer à jouer, je vais continuer à m'investir parce que j'aime le jeu, mais je vais avoir du mal à vraiment apprécier tout le déroulé de cette méta sur les 2-3 prochains mois à venir. D'ailleurs, petite parenthèse, j'espère que le CDF ne se passera pas sous cette méta parce que ça va vraiment pas être fun. Mais on sort, voilà, on va pas refaire le débat de ce qu'on avait évoqué la dernière fois, mais on sort d'une méta qui était juste l'une des plus belles méta auxquelles on a pu jouer, avec énormément de diversité, avec du Rogue, avec du Mecha Freezer, du VGX, un tout qui se régulait un petit peu. Et là, on a certaines personnes, pour des decks comme Dark Broly ou VGX ou d'autres, ont confondu lassitude et deck cancer. Et qu'est-ce que tu entends par là ? Dans le sens où ils en avaient plus marre de voir le deck plutôt qu'il était objectivement unfair. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec en plus le résultat qu'a pu avoir Roi Vegeta et SS, ça ne va finalement que resserrer les taux d'une méta qui va se baser sur 2 voire 3 decks. J'espère qu'une chose, parce que j'ai pas suffisamment encore cette qualité de visionnaire, c'est de me dire je me suis trompé sur ce que va avoir comme impact le 7-14 et notamment les archétypes du 7-14. Je parle pas des cartes, parce que les cartes effectivement on sait dans quel deck elles vont plus ou moins se glisser, mais de me dire qu'il y a
voilà, des deck builders qui vont trouver une decklist avec, j'en sais rien, avec le Goku SS4 jaune, avec pourquoi pas la Videl, le Bou, que sais-je, et qui aura effectivement du renouveau par rapport à ça. Alors, en vrai, si c'est pas le cas, on va se faire chier. Si on doit faire le bilan de la méta, je trouve que le 7-14, l'idéal ce serait qu'il apporte de l'aggro. S'il y a besoin d'aggro, je pense dans cette méta pour réguler. Ouais, mais il y en a pas. Il n'y a pas de deck aggro sur le 7-14. Jiren, ça va taper fort, mais il faudra voir si c'est suffisamment fort aussi. Jiren, c'est Broly rouge sans recovery en fait. Enfin, entre guillemets, c'est différent, c'est pas, voilà. Il n'y a pas la discard de main, etc. Mais c'est un deck à chaîne. Et autant Broly Swap était capable effectivement de revenir si jamais cela faisait casser. Là, vous prenez un casse de chaîne, vous recommencez depuis le début, quoi. Par contre, en vrai, petite confirmation de ce qu'on avait dit sur le podcast Evanist, Broly, Errata, Broly était touché à la baniste, est-ce qu'on est sûr? Je pense pas. Pas été touché. Tu parles de Broly Sombre, c'est ça? Oui. Ah oui, non, il a pas été touché. Ronaldinho, mais c'est... les couilles. Oh mais non, mais ça c'est tous les Américains le disent. Je pense que beaucoup de gens, se sont dit c'est bon, le deck est mort. Dans la vidéo, c'est ce qu'ils demandaient comme errata. Donc Oui, le problème c'est que c'est pas un errata. En fait, le truc c'est que l'activation combat aujourd'hui, il a juste été remplacé par Vermood. Voilà. Vous jouez Vermood, vous avez offensivement. Oui, mais le défensivement, c'est pas grave. Maintenant, on a toute la chaîne Gogeta, donc on va se permettre de faire du 5A combo, d'alimenter sa warp. L'errata a créé la disparition de la Towa Drop 1, qui générait un peu de CA, oui. Mais c'est pas non plus exorbitant. C'est tout. Sinon, sur le tour qui posait problème à tout le monde, où il joue 3 Dark Broly, Bardock réplique. Il le fait toujours. Il le fait toujours pareil. Donc, il le fait toujours. Il fait même Vermood en plus, tu vois. Bah ouais, en plus. Comme ça, au moins, il rejoue des trucs derrière, tu vois. Non, pas de problème. Bref, ne vous endormez pas sur Dark Broly. En plus, si vous voulez un éventuel régulateur de SS, pour moi, effectivement, ça fait partie de ces decks qui peuvent lui tenir la dragée haute. Par contre, vous allez en chier contre KV, je pense. KV, Violent Raze, main deck, la gestion. Je pense que s'il y avait que Kenny en Dark Broly, c'est aussi parce que les gars, ils ont aussi plein les bottes de soit tu roules sur l'adversaire, soit tu te fais stall toute la partie, quoi. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est pas d'entre-deux, donc du coup, ça limite le fun. C'est soit c'est trop facile, soit c'est trop chiant. Je suis assez d'accord. Mais au moins, c'est bien qu'on ait quand même un espèce de contender qui est capable de se placer un peu entre les deux, tu vois. Parce que là, aujourd'hui, c'est ce que je disais, on a une espèce de parallèle de tracé entre ces deux decks-là, et entre ce parallèle, il n'y a rien. Et c'est ce qu'il faudrait. Et encore une fois, voilà, je vous invite à prendre du temps, réfléchir sur vos builds. Moi, de mon côté, j'ai des pistes, je teste des choses, etc. Je vois un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, j'espère... On le verra sur les prochains events. J'espère qu'il y en a un qui va me trouver un build, qui va me dire voilà ce que peut donner tel leader, tel deck en 7-14, qui n'est pas SS, qui n'est pas Roi Vegeta, qui n'est pas Dark Broly. J'attends. Mais je reste sceptique. Le but, c'est pas de refaire le débat qu'on a fait. Est-ce que les nouveaux leaders auraient eu finalement, on peut y répondre assez facilement. Est-ce que les leaders, les nouveaux archétypes auraient eu un vrai impact sur la méta qu'on a pu connaître sur ce tournoi? Pour moi, c'est non, clairement. Aujourd'hui, je te le dis, c'est non. Je peux me tromper, mais à mon avis, il y aura pas de changement, il n'y aurait pas eu de changement majeur. Des ajouts de cartes, oui, mais pas des ajouts de nouveaux decks ou de nouveaux archétypes, ça c'est certain. On aurait eu peut-être plus de verre quand même. On aurait peut-être eu du bout, effectivement, on aurait peut-être eu du Videl, mais est-ce que c'est des decks qui ont un vrai impact? Les decks verts auraient été renforcés parce que tu peux avoir 8 stop turn avec 4 dormantes et 4 bouts, quoi. Tu peux avoir c'est vrai, on aurait peut-être eu... Ce qui avait disparu, le défensif avait disparu. Non. On aurait peut-être eu un peu plus de Cell Surge, pourquoi pas, peut-être du Broly BT1, pourquoi pas, je sais pas. Après, là il va falloir guetter attentivement les gros events américains, même si leur méta est différente de la nôtre. Pour eux, SS c'est du rogue. Ils découvrent seulement maintenant qu'SS peut faire des choses, même s'ils le jouent en bleu-jaune et qu'ils n'ont pas compris, mais ça c'est un autre débat. Déjà les Américains ils trouvent ça broken le SS bleu-jaune alors que c'est le plus mauvais, donc imagine quand ils vont trouver le meilleur.
Imagine quand ils vont tomber sur la bleu-rouge et qu'ils vont se dire mais on peut jouer topo et couleur dedans, trop fort. Ça fait un mois que des fois tu voyais une vidéo qui popait, le mec qui fait ouais, Insane Deck Profile, SS, Skillless, Gohan 10, top 1, Végétaux. ou Regio. T'es là, tu fais bah écoute. Ok. Tu vois des gens, ils prennent un deck bleu, ils mettent des cartes au pif dedans, ils font top 1 parce que le leader est trop fort, mais non, c'est du. Ok, pourquoi pas. Ouais. Bref, je pense qu'on est un peu arrivé au bout de ce que moi, tout du moins, je voulais dire dans cette vidéo. Voilà, globalement, on s'est bien amusé. C'était un tantinet trop court, parce qu'effectivement, hein, ça reste un événement de 35 joueurs, donc on n'aurait pas pu l'étaler sur 2 ou 3 jours comme un. Sur la méta quand même. Je suis d'accord avec ce que tu as dit sur la méta. Mais je trouve que la méta était aussi propice à un bon tournoi parce qu'il y a aussi plein de mecs qui n'aiment pas mourir T2 ou T3 au jeu et l'ultra aggro a disparu. Il y avait plus de mecs déçus à s'enfiler une canette alors qu'il restait 30 minutes de time parce qu'ils avaient déjà perdu, quoi. Ouais, mais tu vois, on arrive sur. Moi, j'ai complètement retourné ma chemise. Hein. Je vais être transparent avec toi et je vais peut-être te l'apprendre. Mais il fut une période où ça me faisait chier, mais au plus haut point d'aller perdre T2 face à un deck. Aujourd'hui, tous les jours, tue-moi T2. J'ai pas envie de monter T6, T7. Hein. C'est fini. Non. T'es passé du côté de la force, du côté obscur. Ah, du côté de vas-y, pas de problème, comme ça je peux aller pisser, je peux aller me boire un coca. Voilà, moi je préfère vraiment cette optique-là. Faire 2 tours alors que tu sais que t'as déjà perdu aux ressources, ça sert à rien. Exactement. Tu vois le gars te faire catégorie draw 2, tu sais que t'as perdu, et tu dis bon bah vas-y, on va jouer quand même parce qu'on est sportif, tu vois, mais tu sais que t'as perdu. Bref. Moi de mon côté, j'ai rien à rajouter. Est-ce que toi tu veux. Voilà, le mot de la fin, il est pour toi. Déjà. Félicitations Antoine d'avoir gagné, on attend ton report, même si on sait qu'il viendra. Tout à fait. Champa double frappe, c'est toujours une des meilleures cartes du jeu. Toujours. En finale. La méta, même si on a été un peu dur sur la banlist, mais bon, c'était normal que des decks qui n'ont absolument pas été touchés à la banlist soient les plus représentés. J'ai quand même trouvé ça fun. C'était cool. C'était pas toxique non plus, bien sûr. C'était pas. Voilà. On n'est pas sur une méta Storm ou Super Chain. Mais une méta où t'as pas envie de casser la table après une game, c'est déjà bien, quoi. C'est le minimum. Oui, tout à fait. L'orga, encore une fois, était cool. Brian s'est baigné pour tout le monde. Il a même fait. Oui, on remercie encore une fois. Arbitre, assistant, quand Seb devait courir un peu partout, parce que bon, c'était pas toujours facile. Seb a donné le max aussi en judge. Tout le monde était cool. C'était une bonne réunion. De joueurs. C'était sympa. Il y avait une bonne ambiance. Le résultat est globalement bon pour ma part, mais j'ai surtout bien aimé m'amuser avec mon deck. Je pense que c'est pareil pour toi. C'était un peu le résultat. Oui, tout à fait. Je te rejoins là-dessus. Venez au CDF. Hein, je pense qu'on s'y retrouvera tous et on passera un moment sympa pareil. Hein. Peut-être sur exactement. En espérant que non. Allez, bisous tout le monde. À bientôt pour une prochaine vidéo.